Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en février 1922, entre Douvres et Calais. Vous savez, cette traversée de la Manche qui permet donc aux Anglais de l'époque de venir s'installer en France. Parfois, c'est le cas de ce petit groupe qui se rassemble à l'avant du navire pour observer la côte française. On la voit qui s'approche. C'est la famille Inayat Khan qui est à l'avant de ce navire et qui essaie de voir cette terre sur laquelle il va lui falloir apprendre à vivre. Il s'agit d'une famille princière indienne et cette famille a été obligée de quitter le territoire britannique parce que le gouvernement de Londres surveille de très près un certain nombre de personnes qu'il estime susceptibles de soutenir l'indépendance indienne, d'une façon plus générale de toutes les colonies de l'Empire britannique. Cette famille Inayat Khan se sent pas très concerné, disons-le, par ces affaires d'indépendance. Le père, Hazrat Inayat Khan, s'oppose du reste à la violence, puisqu'avec sa femme, il appartient au courant du soufisme, ce courant musulman qui prône par-dessus tout la non-violence et la paix. Seulement, la surveillance anglaise est devenue vraiment oppressante et la famille a choisi de quitter le territoire britannique et d'aller s'installer en France. La fille aînée se nomme Nour, ce qui veut dire lumière en arabe. D'ailleurs, elle s'appelle Nourun Nissa, ce qui veut dire lumière de l'humanité. C'est une petite fille, elle a 8 ans. Et déjà, parce que à 8 ans, généralement, on n'a pas encore eu l'occasion d'impressionner tellement son monde, eh bien, elle, si. Elle a une maturité assez extraordinaire, une générosité remarquable. Ses parents, il est vrai, veillent de près sur son éducation et c'est une jeune princesse qui va devoir plus tard tenir un rang, n'est-ce pas ? La famille va s'installer à l'ouest de Paris, à Suresnes, dans la belle banlieue ouest. Le père de Nour va faire du domicile familial le point central du soufisme en région parisienne et c'est dans cet univers-là que va grandir Nour. En 1927, c'est le drame. Hazrat, donc le père de famille, retourne un temps en Inde et il va mourir au début de février, ce qui fait que c'est la mère de Nour qui va se retrouver maintenant chef de famille. Elle est en pleine dépression. Et la vérité, c'est que la tête de la famille va revenir à la jeune Nour, qui n'a que 13 ans et qui, à bout de bras, va devoir porter cette famille. La voilà dans le monde des adultes sans transition, la petite Nour. Elle se détend le soir en jouant de la harpe. Elle joue également très bien du piano. À 17 ans, on la voit entrer à l'École normale supérieure de musique de Paris. En parallèle, elle s'inscrit en psychologie enfantine à la Sorbonne. En 38, elle est embauchée à Radio Paris où elle écrit des textes pour enfants. Elle a 24 ans à l'époque. On est juste avant la guerre. Elle travaille donc à la radio. Elle travaille aussi pour le Figaro Dimanche. Elle écrit également des contes pour enfants, qui s'inspirent bien sûr des contes indiens, ai-je besoin de vous le dire. Et comme l'ensemble du continent européen, on va voir Nour embarquer bien sûr dans la Seconde Guerre mondiale. La famille possède la nationalité anglaise toujours, et elle ne sait pas quel sort va lui être réservé. Nour prend les choses en main. On part pour Saint-Nazaire, on embarque pour l'Angleterre le 19 juin 40, ça ne s'invente pas. Et en posant le pied à Londres, Nour n'a déjà qu'une idée en tête, c'est mettre de côté les préceptes de non-violence de son père pour aller s'engager, elle, dans une armée combattante. Alors, elle écrit à l'armée anglaise, mais elle n'a pas de réponse. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, toujours pas de réponse. 1 mois, et puis 3 mois, et puis 5, et ça y est, les raids aériens sont déjà en train de transformer Londres en brasier, et Nour s'impatiente. Vous avez bien compris que cette jeune fille n'aime pas rester inactive. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'armée britannique se méfie en vérité de cette princesse indienne qui est musulmane. Devant l'insistance néanmoins qu'elle manifeste, la Royal Air Force va l'engager pour être formée comme assistante de pilote, ce qu'on appelle les Aircraft Women dans la RAF. À la mi-décembre 40, on peut donc apercevoir Nour en Écosse, fière d'arborer l'uniforme des forces spéciales britanniques, avec un dossier qui témoigne d'une progression assez rapide. Elle connaît dans les transmissions, surtout dans le codage et le morse, une sorte d'avancée incroyable. En juin 41, c'est la fin de cette formation. Elle est mutée à Abington, au centre des bombardiers de la RAF, et elle va être chargée de la liaison
avec les bombardiers en vol. Et elle excelle dans ce domaine avec une rapidité incroyable. Elle dit que le piano et la harpe lui ont appris les bases de son nouveau métier, en fait. Marie-Laure Buisson a écrit un très beau livre qui est une sorte de florilège qui s'appelle « Femmes combattantes ». J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce livre ici sur cette antenne et voici ce qu'écrit Marie-Laure Buisson. Ce que Nour ne sait pas encore, c'est que depuis le tout premier jour de son engagement, les services secrets britanniques l'ont repéré, observé, cerné et ont suivi pas à pas ses progrès fulgurants dans les transmissions. Décidés à faire d'elle un agent secret, le très confidentiel Special Operation Executive compte bien la sortir de la Royal Air Force et l'envoyer en mission en France. On est là en octobre 42, elle est convoquée à l'hôtel Victoria à Londres et c'est vrai qu'on lui propose d'intégrer les services clandestins en France. Alors, il va encore y avoir une rude formation d'agents de terrain, bien entendu. Il faut qu'elle devienne opérateur radio, mais elle accepte, Nour, elle accepte tout ce genre de propositions. Le capitaine repose sa question et il lui précise que c'est la première fois qu'une femme pourrait être formée pour cette mission, qu'elle n'a qu'une chance sur 3 de revenir et que la durée de vie d'un opérateur radio en moyenne, c'est 6 semaines. Mais Nour ne veut rien entendre, elle a bien l'intention d'être formée à cette mission. Et c'est alors que commence donc le plus intense des entraînements pour cette princesse indienne, formation assez rude dans ces services secrets britanniques. Pour aller sur le terrain, on donne une nouvelle identité à Nour, un nouveau passé, une nouvelle histoire. Il faut qu'elle sache tenir son rôle et sa légende. Elle va s'appeler maintenant Jeanne-Marie Régnier. On dit qu'elle est nourrice de profession. Elle a un nom d'agent qui sera Madeleine. Elle reçoit une dernière formation intense de transmission. Là encore, elle fait preuve d'une telle rapidité que tout le monde est épaté, bien sûr. Et puis arrive la date du départ. Au soir du 16 juin 43, Nour pénètre dans l'avion qui va la conduire dans la France occupée. Là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Vous écoutez Radio Classique. Au petit matin du 17 juin 43, nous sommes au-dessus d'Angers. L'avion de Nour commence sa descente. En cette nuit du 16 au 17, des silhouettes s'agitent au milieu d'un champ, nous dit Marie-Laure Buisson. Quelques nuages immobiles donnent l'impression que le temps s'est arrêté. L'épaisseur du silence semble anesthésier le monde des vivants. Imperceptible au début, le bruit d'un moteur se rapproche. C'est elle, annonce un homme. Rapidement, des lampes de poche attachées à des bâtons de bois sont installées pour baliser le terrain de points lumineux en forme de L inversée. Un homme jaillit d'une haie et envoie un code en morse avec sa torche. Né au vent, l'avion atterrit sur ce terrain de fortune. Secoués par l'atterrissage, les passagers descendent au plus vite de l'appareil, laissant leur place à des agents qui rentrent à Londres. Il y a 2 résistants qui sont là, qui tendent un vélo à Nour en lui indiquant la direction à prendre pour la gare la plus proche parce que il faut qu'elle prenne le premier train pour Paris et la voilà qui finit par arriver à la gare Montparnasse. Le trajet a été éprouvant, Elle arrive en début d'après-midi, elle se rend rue Erlanger où elle doit recevoir sa feuille de route. Il y a un résistant français qui l'attend, là il s'appelle Henri Gary. Et celui-ci lui déclare qu'ils vont travailler ensemble pour le réseau Prosper, qui est un des plus grands réseaux de France, soit dit en passant. Ça s'étend à tout l'ouest de la France et à terme, il s'agit de préparer un débarquement allié, bien sûr, mais ça, pour l'instant, les membres du réseau ne le savent pas. Nour devra passer son temps entre Le Mans et Paris pour gérer les transmissions avec Londres, avec aussi les services de la France libre, bien sûr. Tout ça, évidemment, c'est la théorie, puisqu'dans la pratique, ça se passe jamais comme on l'attend. Pour le moment, les résistants l'ignorent, mais parmi eux se trouve un agent double qui est en Sarthe, mais qui, depuis quelque temps déjà, accumule les noms et les adresses de ses comparses parisiens. Il s'apprête à les livrer à la Gestapo et moins d'une semaine après l'arrivée de Nour à Paris, les Allemands vont faire un vaste coup de filet au sein du réseau. Heureusement pour Nour, elle est passée, elle, entre les mailles de ce filet, si on peut dire. Elle a toujours sa radio, d'ailleurs. Anthony Kev Brown, dans La guerre secrète, nous dit « Nour arrivait à Paris à un très mauvais moment. Le réseau Prosper s'étant effondré, il lui fallait trouver un nouveau logement, mais elle garda son poste émetteur au même endroit. C'est alors qu'elle a pris par Henri Gary l'arrestation des lieutenants du réseau, et c'est Nour qui signala à Londres l'immense ratissage. Londres lui ordonna de ne pas bouger.
C'est ce qu'elle fit pendant une semaine, mais son inexpérience et son insouciance reprirent rapidement le dessus. Avec une écharpe bleu marine autour de la tête comme un turban, ce qui accentuait sa physionomie indienne, elle alla faire un pèlerinage sentimental à son appartement des années 30 et rendit visite à des amis en cours de route. Elle est incroyable. Elle va parvenir à rentrer comme ça en contact avec un certain nombre d'autres agents. Désormais, il faut tout recréer, il faut repartir à zéro. Nour est la dernière opérateur radio que le réseau possède à Paris. Et donc, c'est vous dire si sa présence est absolument essentielle là pour la résistance. Et pendant ce temps, les Allemands poursuivent leurs arrestations. Il y a même pire, durant un coup de filet dans un appartement parisien, ils ont réquisitionné une radio qui était chez un des membres du réseau. Et à côté de ce poste radio, il y a un carnet qui permet de déchiffrer et d'envoyer des messages à Londres en se faisant passer pour le réseau de résistance. À partir de ce moment-là, l'occupant allemand va pouvoir passer des commandes de livraison d'armes et même se faire envoyer des nouveaux agents qui, dès qu'ils arrivent, sont arrêtés, bien entendu. Et ça, Nour l'ignore, bien sûr. À la fin du mois de juillet, on lui propose de rentrer à Londres. Ça fait 1 mois et demi seulement qu'elle était en France. Elle veut poursuivre sa mission. On lui indique que ses chances de survie sont minimes, que rester en France, c'est signer son arrêt de mort. Et là, voici la réponse que fait Nour quand on lui dit qu'elle risque sa vie. « Je ne suis pas venue en France pour capituler. Je reste ici, à Paris, où ma présence est vitale pour les opposants à l'occupant nazi. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Contrairement à ce qu'un logiciel voudrait nous faire croire, cette émission n'est pas terminée, bien entendu. Nous sommes au contraire au sommet même du suspense. Il faut tout refonder du réseau Prosper. Nour et les quelques résistants encore en liberté doivent tout modifier, les plans, les méthodes. Tout ça doit se faire en communication avec Londres, où se trouve le siège de la France libre. Et pour assurer cette liaison vitale, Nour est une pièce centrale du dispositif. Tous les membres restants sont traqués. Elle va devoir, chercher une planque où se trouve un jardin, parce qu'elle doit il lui faut déployer une antenne qui fait 15 mètres pour faire fonctionner ça. Radio. À Londres, le chef de la SOE écrit au sujet de Nour: son poste est actuellement le plus important et le plus dangereux en France. Vous imaginez ça? Et elle sait qu'elle est très en danger. Tous les jours, des résistants du réseau se font arrêter. Londres demande à Nour de communiquer avec le moins de personnes possible afin de ne pas se faire entendre. Les Allemands ont trouvé dans un appartement des hommes en train de préparer de faux passeports avec les photos des résistants concernés. La Gestapo a le portrait de la quasi-totalité des membres du réseau. Et Nour va devoir se teindre les cheveux toutes les semaines avec une couleur différente. Parfois elle a les cheveux bouclés, d'autres fois elle les garde lisses. Elle parcourt la capitale avec sa valise qui fait 15 kilos puisqu'il y a la radio dedans. Fin août 43, nous dit Marie-Laure Buisson, toujours très isolée, elle accomplit un travail normalement dévolu à 6 opérateurs. Ses compétences ne servent plus seulement le renseignement anglais, mais également la résistance gaulliste. Le 30 août, dans l'arrière-cuisine d'un appartement du 8e arrondissement, à 2 pas du pont de l'Alma, elle assiste à une réunion aussi cruciale que secrète du Conseil national de la résistance. L'enjeu, élire le successeur de Jean Moulin à la tête du dit conseil, puisque ce dernier a été arrêté par la Gestapo à Caluire. À Londres, le général de Gaulle et ses compagnons attendent l'issue du vote. C'est Nour qui, depuis l'arrière-cuisine, leur envoie la nouvelle. Georges Bidault prendra désormais la tête des opérations. Et un jour de septembre, la princesse indienne, si l'on peut dire, doit installer son antenne pour écouter la BBC entre 7h30 et 9h15 du soir. C'est à cette heure-là que sont diffusés les différents codes pour la résistance, sauf que en ce soir de septembre, elle n'a pas eu le temps de trouver un nouveau lieu d'écoute, alors elle décide d'écouter la radio depuis son studio de Neuilly. Elle jette sa longue antenne sur les arbres qui sont en face de la fenêtre, elle attend, alors... Au même moment, elle perçoit des bruits, une voix à l'accent allemand qui dit « Vous voulez de l'aide, mademoiselle ?» Elle est pétrifiée. Elle regarde en dessous de son balcon et c'est un soldat allemand. Et poliment, elle accepte son aide en disant qu'elle souhaite capter la musique sur la radio. Et l'Allemand, qui est bien naïf, monte et l'aide à installer gentiment sa petite antenne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle travaille jour et nuit, cette Nour, et la fatigue se lit sur son visage, mais c'est un travail absolument
essentielle. Au début d'octobre 43, cela fait 3 mois et demi qu'elle est maintenant seule à faire ce travail de liaison en région parisienne. Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, a compté quasiment jour à jour les travaux et les veilles de Nour. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train d'échapper à plusieurs rafles allemandes. Londres la prévient que sa mission va prendre fin le 14 octobre. Cette fois, elle ne pourra pas refuser, elle va être exfiltrée. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est poursuivre sa mission jusqu'au bout. Mais le 13 octobre 43, c'est-à-dire à un jour de l'exfiltration qui devait avoir lieu le 14, voilà qu'elle est arrêtée alors qu'elle rentre à son appartement. La Gestapo était à ses trousses et là, vraiment, ça devenait plus possible. Alors, elle est interrogée, très violemment. Elle sera internée dans les cellules de la Gestapo pendant près d'1 mois. Elle va essayer de s'évader. D'ailleurs, elle y parvient quasiment à 2 reprises. Elle se retrouve sur le trottoir. Seulement, il y a des agents qui la reconnaissent, qui la rattrapent et qui la remettent de nouveau au cachot. À la fin du mois de novembre 43, comme ils estiment qu'ils ne pourront rien tirer d'elle, ils la transfèrent dans le Bade-Württemberg à la prison de Pforzheim. Et elle va rester enfermée là pendant 10 mois. En octobre 44, alors que l'Europe est en train d'être libérée, vous vous rendez compte, octobre 44, et une partie de ce qui se passe, c'est grâce aux informations qu'elle a pu livrer d'ailleurs. Nour va être transférée à Dachau. Dans son dossier, on précise que cette prisonnière particulièrement dangereuse doit être traitée selon le règlement nuit et brouillard. Nacht und Nebel. Elle arrive à Dachau le 12 septembre 44. Le lendemain, le mercredi 13, elle est passée à tabac au point que l'officier SS qui l'a battue est lui-même épuisé. Et à ce moment-là, il sort son revolver et il lui demande de prononcer un dernier mot. Alors vous imaginez bien quel mot elle va prononcer. Liberté. Vous écoutez Radio Classique.